Nouvel invité à mes côtés à l'occasion de cette convention Patrimonia qui se tient cette semaine à Lyon pour parler des matières premières, à commencer par les métaux précieux. C'est Benjamin Louvet qui est avec nous, le directeur des gestions matières premières d'Ophi Invest Asset Management. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Oui, des matières premières et des précieux en premier lieu, puisque l'or et les métaux précieux font figure de grands actifs gagnants de cette année 2025. Qu'est-ce que vous retenez de ce parcours spectaculaire déjà réalisé par l'Once d'Or, notamment depuis le début de l'année, Benjamin? Déjà, je retiens une chose, c'est que je passe un très bon Patrimonia parce que je ne vois que des clients heureux et ça fait plaisir. Exactement. Qu'est-ce que je retiens? La chose la plus importante, Grégoire, c'est que on a une hausse sur l'or qui est intervenue pour les raisons qu'on attendait. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui peut arriver après. Et là, aujourd'hui, on a une hausse qui est venue de quoi? Qui est venue du fait que les Chinois, notamment, et les Asiatiques d'une façon plus générale, aient remis en cause le rôle de valeur refuge du dollar et se soient réfugiés beaucoup plus sur l'or que sur le billet vert, comme ça a pu être le cas par le passé. Donc maintenant, l'or devient un actif de réserve pour des banques centrales je dirais le seul émergentes. Non, je parle pour la population. La population chinoise. On a également le après retail chinois acheté de l'or. Voilà, à côté de ça, on a effectivement les banques centrales qui sont des acteurs aujourd'hui majeurs. Et là, on sait, parce que tous les ans, elles sont interrogées lors d'un sondage, qu'elles veulent continuer à acheter de l'or massivement. La Chine est très active. La Chine a annoncé il y a quelques jours qu'elle voulait ouvrir une réserve d'or et qu'elle proposait à ses pays voisins de stocker leur or, créer un Fort Knox chinois. C'est quand même pas rien, hein. Et le gouvernement chinois a également mis en place, il y a quelques mois, l'autorisation pour les compagnies d'assurance d'investir une partie de leurs fonds propres dans l'or et a annoncé il y a quelques jours une baisse des limites à l'importation sur l'or. Donc il y a une vraie volonté. J'ai envie de dire que le cours de l'or va être de plus en plus fixé en Asie. C'est extrêmement important. Et puis à côté de ça, on a aussi une contrainte, c'est la production. Et la production, la plupart des analystes aujourd'hui pensent que l'année 2025 pourrait être l'année du peak gold, c'est-à-dire l'année où on atteint le maximum de production. Et compte tenu des projets qui sont attendus et de la baisse naturelle des projets déjà en exploitation, eh bien on s'attend à ce que la production baisse. CRU, qui est un des cabinets les plus réputés en analyse dans ce domaine-là, s'attend à ce que la production baisse de 17% d'ici 2030. Même avec les prix atteints aujourd'hui, on ne se dit pas qu'il y aura suffisamment de nouvelles exploitations Grégoire, pour que la production augmente dans les prochaines années. Les derniers gros gisements découverts ont été découverts au milieu des années 90. Et même si aujourd'hui on décidait d'en mettre en production qui n'ont pas encore été mis en production, il faut 15 ans, 20 ans pour ouvrir une mine d'or. Donc à horizon 2030, vous comprenez bien qu'on n'arrivera pas à travailler avec ça. Et la déplétion des autres mines fait que même si on met en place de nouvelles mines, on sait que probablement 2025 sera le peak gold. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc à court terme, on a tous ces éléments-là. Et puis on a surtout un élément majeur qui nous fait rester très optimiste pour la suite, c'est le problème de la dette, qui devient un problème qui était pour l'instant un peu occulté, mais avec des intérêts de la dette qui deviennent de plus en plus importants. Cette année, on va dépasser les 1000 milliards de dollars d'intérêts sur la dette américaine. C'est plus que le budget de la défense, plus que le budget de l'éducation. Et donc, on sait que les taux d'intérêt vont devoir rester bas. Et on sait que à un moment, il risque d'y avoir une perte de confiance. Il y a aussi une perte de confiance sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Donc, sur une possibilité de taux qui baisse beaucoup. Tout ça, ce sont des facteurs de soutien à l'or. Et donc, ça nous aide à penser que peut-être que le mouvement qu'on a connu aujourd'hui, même s'il est très prononcé, n'est peut-être. Mais ça valide votre thèse, c'est pas à vous que je la prendrai, Benjamin. Mais l'or n'est plus seulement perçu comme un actif de couverture, c'est un vrai thème d'investissement aujourd'hui. C'est un vrai thème d'investissement et ça risque de le devenir de plus en plus. Je vais vous donner un seul exemple, Grégoire. Hier, le directeur des investissements de Morgan Stanley, une petite banque américaine, a publié un papier dans lequel il explique que, compte tenu de l'évolution de la situation et du fait qu'il y a une recorrélation des actifs actions et obligataires, le portefeuille modèle habituel, 60% actions, 40% obligations, est derrière nous. Et il dit, le nouveau portefeuille cible, c'est 60% actions, 20% obligations et 20% or. Et là, je dois avouer que... C'est plus les 5% qu'on recommande traditionnellement pour dormir tranquillement. C'est ça. Et sachant qu'aujourd'hui, on estime que dans la partie gestion de fortune, dans la partie gestion des actifs privés, l'or représente à peu près 1% des allocations. Donc on a encore beaucoup de place pour voir l'or continuer à progresser dans les mois et dans les années qui viennent. Comment on met un prix sur le potentiel encore restant de l'or, Benjamin? Nous, on a arrêté de mettre un prix. Ce que je peux vous dire, c'est quand ça s'arrêtera. Et là, je prends
un gros pari en disant ça parce que ça peut paraître un peu aberrant, mais pour moi, le vrai problème fondamental, c'est le problème de la dette. Et donc, pour l'instant, ce problème de la dette est accepté, mais à un moment, on va commencer à se poser des vraies questions sur la capacité de remboursement de la dette si on continue à aller dans ce sens-là. Et donc, à ce moment-là, quand la perte de confiance va être plus importante, le cours de l'or va beaucoup monter. Mais au moment où on va régler le problème de la dette, soit par une restructuration de dette, ou appelons-la autrement, je ne sais pas, mais ou par des taux d'intérêt négatifs ou autres, eh bien à ce moment-là, il faudra vendre son or et il faudra oublier l'or pour 25 ans. Ouais, c'est voilà. ça. Le vrai problème, c'est la dette. Donc c'est le ratio dette sur PIB qui va être le juge arbitre effectivement du momentum de l'or. En fait, le juge arbitre, c'est la confiance. La confiance, c'est binaire, c'est 0 ou c'est 1. Vous avez confiance ou vous n'avez pas confiance. Pour l'instant, la confiance s'étiole, mais elle est toujours là. Le jour où elle disparaît, on a une vraie crise, le cours de l'or s'envole, on doit régler la crise, et là, il faut vendre son or et l'oublier pendant 25 ans. Ouais. Au-delà de l'or, c'est les précieux dans leur ensemble qui réalisent des performances importantes cette année. Oui, l'or fait un excellent parcours, mais le platine fait encore mieux que l'or. Pourquoi? Parce que le platine, la contrainte sur la production est déjà là. 80% du platine est produit en Afrique du Sud et les mines sont très profondes et comme les cours étaient en baisse, il n'y a pas eu d'investissement depuis longtemps, donc la production baisse. Et côté demande, le platine, ça sert beaucoup aujourd'hui à faire des pots catalytiques. Oui. Donc on s'attendait à une baisse de consommation, mais on prend du retard dans la transition énergétique et on utilise de plus en plus des voitures hybrides. Or, une voiture hybride a toujours un pot catalytique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pot catalytique d'une voiture hybride est plus gros que le pot catalytique d'une voiture thermique. Ça peut paraître bizarre, mais donc vous avez 10 à 15% de platine de plus dans un pot catalytique de véhicule hybride. Et donc, on a une demande qui se maintient et une offre qui a tendance à diminuer. Donc les prix montent et l'ajustement est assez violent parce que la baisse avait été très forte. Et puis il y a un autre point qui est très important pour le platine, Grégoire, c'est que vous le disiez, le prix de l'or a beaucoup monté. Et donc à un moment, les bijoutiers commencent à se poser la question de savoir si ça peut être intéressant de faire des bijoux en platine qui aujourd'hui est beaucoup moins cher que l'or, alors qu'il était autrefois considéré comme plus précieux. Donc dans les dimensions usage tangible de ces métaux précieux, le platine peut remplacer en partie peut-être une partie de l'or utilisé pour les bijoux. Voilà, il faut savoir que le marché de l'or, c'est un marché de 4500 tonnes par an. Le marché du platine, c'est un marché de 250 tonnes. Donc si vous avez même un tout petit peu de ce marché de l'or qui passe sur le platine, ça peut très vite déséquilibrer ce marché. Donc le platine tire très très fort à la hausse et l'argent bien sûr parce que l'argent on l'utilise beaucoup pour la transition énergétique. Le marché de l'argent est en déficit cette année pour la 5e année consécutive. On est déjà dans la situation difficile de l'équilibre entre la production et la consommation. Si on parle produits et innovation que vous apportez au marché chez Ophir Invest AM, ce sont des produits structurés ayant comme sous-jacent des métaux. Les métaux de la transition notamment, Benjamin. Alors, en quoi c'est une innovation, entre guillemets, parce que les produits structurés, la vague monte depuis des années, mais c'est vrai que le sous-jacent des métaux n'était peut-être pas un sous-jacent habituel pour structurer des produits. Oui, les matières premières sont un sous-jacent qui est assez ignoré d'une façon générale. Alors on avait vu des produits structurés autour de l'or notamment parce que ça avait intéressé. Mais nous on a trouvé ça pertinent d'aller proposer un produit structuré sur un panier plus large de métaux, notamment les métaux qui vont être nécessaires pour la transition énergétique parce que c'est des métaux qui ont un gros potentiel, mais en même temps, même si la thèse d'investissement est relativement claire, ça bouge beaucoup. Et ça peut faire peur. Et on s'est dit, le produit structuré, en particulier avec un capital garanti, peut être très rassurant pour un investisseur privé et donc ça a tout son sens, sachant que ces actifs sont des vrais actifs de diversification, ils sont peu corrélés avec les actifs traditionnels et donc ils apportent une décorrélation. Bon, après, vous n'enlèverez pas le fait vous êtes sur un produit structuré, donc en contrepartie, vous avez quand même un risque de contrepartie parce que vous travaillez avec une banque. Il faut quand même mentionner, ce n'est pas le produit magique, mais vous avez le moyen comme ça de vous rassurer sur la volatilité, de mieux vivre cette volatilité, tout en ayant un potentiel de participer à cette évolution des cours si elle devait se produire à un horizon 3, 4, 5 ans. Voilà, donc c'est une solution qui est bien pour les investisseurs privés. Et puis c'est aussi très bien pour les investisseurs institutionnels parce que les investisseurs institutionnels ont un autre problème, c'est que quand ils investissent dans des produits, ils doivent mettre du capital en face de ce produit. Bien sûr. Voilà. En mettant une garantie en capital, en mettant tout un système de produits structurés, une structuration, vous permettez de réduire ce besoin en capital parce que la garantie permet notamment de s'assurer qu'on va perdre moins d'argent. Et donc tout ça aide énormément et permet aux institutionnels de commencer à considérer cette gamme de produits. Nous, on trouve que ça apporte vraiment quelque chose en termes de diversification. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de se lancer dans cette aventure. Concrètement, quand vous dites les métaux de la transition, donc il y a le cuivre,
Oui, Quels bien autres sûr. types de métaux on va retrouver justement dans ces Le produits cuivre, c'est le structurés? couteau suisse de la transition énergétique, Ouais. on en a besoin. Après, vous avez l'aluminium, sachant que l'aluminium est aussi, là aussi un métal comme les terres rares dont on parle beaucoup, très dépendant de la Chine. La Chine fait 60% de la production mondiale et a décidé de caper sa production pour des raisons de consommation électrique et de pollution. Vous avez l'argent, qui est nécessaire dans toutes les technologies bas carbone, enfin essentiellement les panneaux solaires et les voitures électriques. Vous avez le nickel. Vous avez pour les batteries pour éviter l'oxydation de l'acier également. Vous avez le zinc, Ouais, ouais. là aussi. Enfin là, il y a tout un panier. On a 9 métaux dans ce panier. On a rajouté de l'or parce que l'or a un côté rassurant et stabilisant dans le panier. Donc voilà, on a tout un panier qui sert de sous-jacent et qui permet d'essayer de proposer une offre intéressante, diversifiante, avec un risque maîtrisé grâce à la mise en place de garanties en capital. Même si ça ne protège pas de tout, encore une fois, ce n'est pas un produit magique. Chacun trouvera la bonne manière de s'exposer à ce marché des commodités et des matières premières. Merci beaucoup Benjamin. Merci, Benjamin Grégoire. Louvet, le directeur des gestions matières premières d'Ophi Invest AM avec nous à Lyon depuis cette convention patrimoniale.